En réalité, l'UX est à cheval sur quatre disciplines, la science sociale, le business, le design et la technologie. Donc, on utilise des méthodes vraiment pour essayer de répondre à des questionnements, à des problématiques, et on s'en fout un peu d'où ça vient, tant que c'est la méthode la plus efficace, la plus directe pour répondre aux questionnements. Je n'ai pas de chat ouvert, donc n'hésitez pas à Est-ce me... qu'on a ce fichier-là Oui, en bonne oui, qualité, pas pixelisé? Parce que sur le Drive, il est pixelisé aussi. il est pixelisé. Ah, c'était un truc énorme et puis je l'ai compressé pour ne pas qu'il soit. Je peux essayer Ouais, de retrouver ouais, des ouais, mais je liens pense que ça se originaux. trouvera. Ouais. Ok. Bon, oui, celui-là, c'est peu lisible. C'est plus ce qui est important, c'est là, c'est vraiment de comprendre qu'on vient de quatre différentes disciplines. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le design et pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça en lien avec l'UX? Donc, très important de comprendre dans le design, c'est qu'on est en train de faire un travail sensoriel vis-à-vis de ces objets. Donc, il y a un élément qu'on associe souvent à l'esthétique, qui, dans ce cas-ci, serait la couche viscérale. Donc, c'est quelque chose auquel on réagit de manière très immédiate, sans vraiment y réfléchir. Mais il y a d'autres niveaux dans le design qui sont très importants dans l'expérience utilisateur. Donc, le niveau, ce qu'on appelle le behavioral, qui est, on peut considérer presque des niveaux de plaisir. Donc, le plaisir à travers l'interaction avec quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et il y a le troisième niveau qui est le niveau reflective, qui est vraiment un plaisir intellectuel. Et c'est quelque chose qui nous donne plaisir sur différents niveaux. Là, rapidement, des exemples de ces trois différents niveaux. Donc, un roller coaster, par exemple, c'est vraiment un exemple de plaisir viscéral où l'expérience, on le ressent vraiment littéralement dans les tripes. En termes de behavioral, c'est plus à travers le comportement. Donc, tous les produits Good Grips qui utilisaient du néoprène pour que la poignée soit vraiment facile à tenir, confortable. Donc, ça, c'est des produits qui sont conçus pour la performance. Et le dernier, qui sont ces petits objets dorés, ça, c'est une série de Mementos of Destruction qui était un projet fait par des artistes pour Alessi, donc Alessi qui fait tous les projets, d'ailleurs le Juicy Salif qu'on voit en dessous, qui sont des produits qui sont censés nous faire réfléchir. Donc là, c'est des exemples des petits bibelots qu'on est censé acheter qui montrent des bâtiments qui ont tous été détruits dans des actes de terrorisme. Donc, voilà, un Le peu... réflectif, c'est plus de l'art, du coup, en soi. C'est pas. C'est pas nécessairement, parce que le Juicy Salif, techniquement, c'est un objet qui est censé fonctionner, mais en réalité, on l'achète plus comme icône. On l'achète parce qu'on aime ce que ça représente. Et quand on le met dans sa cuisine, on ne va pas utiliser ça pour nécessairement presser notre citron, parce que ça, on va en foutre partout si on s'en sert. C'est pas fait pour vraiment tirer le jus d'un citron. Parfois, il y a même des surfaces qui vont réagir à l'acide, donc c'est vraiment pas fait pour fonctionner. On l'achète comme symbole, on l'achète comme quelque chose, on l'achète pour la marque. Et ce que cette marque va nous faire nous donner comme plaisir en se considérant comme une partie de ce tribut. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a différents niveaux et différentes manières dont le design fonctionne. Donc, et qu'on peut avoir du plaisir sans aucune interaction. Donc, la slide d'avant, j'avais le livre de théorie qui parle de ça. Donc, si vous voulez, c'est Donald Norman qui est un ingénieur. Et je recommande vivement comme littérature cet été.
Si on considère qu'on est en train de développer des produits, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toute une série de services, de différents types d'acteurs qui vont intervenir pour créer ce service. Donc, il y a bien sûr, par exemple, Vélib est le parfait exemple où non seulement il y a le vélo, mais c'est surtout le service de location de vélo qui est fourni. Et avec, non seulement est-ce qu'on est en train de créer du hardware, il y a tout le logiciel et en plus, toute une régie derrière qui permet au système de mieux fonctionner. Donc, c'est une présentation qui date de quelques années, je suis désolée. Les nouveaux Vélib fonctionnent un peu moins bien. Qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'UX? En réalité, on fait de la recherche. Il y a donc les gens qui sortent de mon département avec un master sont vraiment des spécialistes dans ces méthodologies et ils vont participer dans des groupes multidisciplinaires pour faire de la stratégie de manière générale, mais surtout pour être sûr que quand on fait ce développement de projet, qu'il avance basé vraiment sur de la recherche, pas sur une intuition sur ce qu'on pense des utilisateurs. Donc, il y a 3 grandes phases. Je vais les outline ici très vite. Je vais vous donner les noms des différentes méthodes qui peuvent être utilisées. À vous d'aller voir un peu de votre côté, mais déjà, ça vous donnera un peu une idée de comment on procède. Donc, phase 1, on définit les parties prenantes et les besoins. On est vraiment en train d'essayer de comprendre le milieu dans lequel notre objet va aller fonctionner. La deuxième phase, on est en train de créer de l'empathie avec toutes ces différentes parties prenantes. Donc, c'est user experience, mais en réalité, c'est users experience. On ne parle pas d'un seul type d'utilisateur, on essaie vraiment de réfléchir de manière assez holiste sur toute la panoplie d'utilisateurs qui pourraient rentrer dans notre système, que ce soit au début, en production, modération, médiation et l'utilisateur final. Donc voilà, et la troisième phase, c'est vraiment la phase de développement où on fait des prototypes, on teste très rapidement, très vite. Même avant que le programme soit terminé, on peut le faire sur des maquettes en papier. Il y a moyen de tester les idées très, très vite pour être sûr que le projet peut avancer le plus vite possible. Donc, voilà. Donc, première phase, c'est comment est-ce qu'on définit déjà le produit, le service, le système. On peut le faire très facilement à travers ces 5 différentes, donc features, functions, affordances, constraints et conventions. Et ça nous aide déjà à définir un peu le terrain sur lequel notre produit, logiciel, service va devoir s'insérer. Est-ce que c'est un terrain qui est déjà occupé par d'autres acteurs, des compétitions directes? Est-ce qu'on est en train de vraiment faire un grand changement, une rupture, comme on dit, et que là, on va être sur un terrain où il va falloir créer des nouvelles habitudes, qui est vraiment un autre type de problématique. Donc, bien comprendre où on se trouve vis-à-vis de notre proposition. Après, il faut aussi définir toutes les différentes parties prenantes et leurs besoins. Et donc là, c'est fait en général à travers de la recherche. On peut utiliser des méthodes de marketing, on peut faire des méthodes sociologiques, aller faire des questionnaires, des interviews poussées avec 1 ou 2 personnes qui sont vraiment nos utilisateurs les plus importants. Et donc là, il faut vraiment essayer d'utiliser des outils. Et donc, il y a pas mal de systèmes qui sont déjà mis en place pour nous aider à structurer ces phases. Donc là, c'est un exemple, ce qu'on appelle un Value Opportunity Analysis, qui peut nous aider, par exemple, à faire des comparaisons avec des produits qui seraient des compétiteurs à notre proposition basées sur des valeurs émotionnelles et de core technology de qualité, par exemple. Donc, ça, si vous voulez plus de détails sur ces méthodes-là, le nom du livre, c'est Creating Breakthrough Products. Il devrait être facile à trouver. On peut aussi commencer à essayer de définir tous les différents types d'utilisateurs parce qu'en général, on a une idée de la personne centrale, mais qu'en réalité, il y a des nuances dans les utilisateurs. Et qu'il faut essayer de développer une vue relativement large.
Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle un mind map des utilisateurs qui commencent à faire référence à différentes façons d'utiliser des services. Moi, j'utilise souvent ce qu'on appelle la sémiotique pragmatique. Et donc ça, c'est un des outils qu'on utilise dedans, qui est les circuits des parties prenantes. Et c'est assez utile parce que souvent, c'est très facile d'oublier les acteurs qui font partie des cercles de diffuseurs, donc les distributeurs, les vendeurs, ceux qui font la médiation. Et si on ne considère pas ça comme partie d'un cercle, ça peut créer des problèmes. Donc, parce que de manière générale, c'est toujours les utilisateurs qui sont mis en avant. Et il faut aussi réfléchir à tout le monde qui va monter les projets, le financer et, le cas échéant, le désinstaller, le démonter. Voilà, surtout si c'est des trucs qui ont des liens physiques. Alors, l'autre chose qu'il faut prendre en compte une fois qu'on essaye de comprendre le milieu, c'est que chaque élément de ces cercles peuvent se trouver à différents moments d'un cycle d'habitude, de prise d'habitude. Donc, quand je parlais de créer un tout nouveau projet, on va être dans la phase tout en bas qui serait essayer de passer de ce qu'on appelle l'apprentissage à une nouvelle habitude. On essaye de prendre une nouvelle idée et de l'ancrer, ça va être très différent que d'aller sur des terrains où il y a déjà beaucoup de connaissances partagées entre des communautés et de s'insérer là-dedans. Donc, qui serait plutôt dans les programmes du haut, les programmes pragmatiques. Mais bon, chacun ont des… Ça, c'est quoi? Ça, c'est le cycle d'un utilisateur, ça, c'est ça? Ceci, c'est J'arrive ce pas qu'on bien à appelle… comprendre le schéma, là. Ok, ce schéma, c'est un circuit de croyances et de prise d'habitude. Pourquoi? Dans la sémiotique pragmatique, quand on est en train d'interpréter de l'information autour de nous, en réalité, on le fait pour pouvoir prendre une décision ou pas. L'idée, c'est que cette décision va nous aider à agir ou ne pas agir. Okay. Donc, par exemple, quand on rentre dans une pièce, on ne se pose pas la question est-ce que le sol est là? Non, on avance, on marche, on n'est pas en train de se poser cette Hein. question. Donc, ça, c'est un Ça, c'est par exemple. rapport à l'utilisateur ou c'est par rapport au créateur du produit? Ça, si je, ça, c'est un exemple d'habitude, d'action, automatisme où on arrive à faire des choses sans même y réfléchir. Quand on est un créateur de produits, si je suis en train de créer quelque chose de complètement nouveau qui va changer des habitudes, en général, je le fais parce qu'il y a eu un moment de crise. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a des Donc là, besoins c'est qui plus n'ont un pas été aspect répondus. psychologique Voilà. Oui. de la vie de tous les jours, en fait. Oui, 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 oui. Donc, mais il faut comprendre qu'on passe par des cycles. Ouais, Et oui. donc, que c'est différent d'essayer de rentrer dans un terrain où les habitudes ne sont pas en crise, par exemple, que se retrouver dans un… Je pense, par exemple, le fait qu'on est tous en train de saturer complètement des sessions Zoom sans fin. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis sur des marathons de 6-7 heures par jour. Là, je commence à vraiment saturer. Et il y a plein de besoins que je me rends compte qui ne sont pas satisfaits par des différents types d'outils, par exemple. Donc, et là, ça présente un moment de crise ou de doute qui dit peut-être qu'il y a un terrain qui nous permettrait d'aller faire un autre type de proposition ou travailler différemment. Voilà. Donc, c'est des outils qu'on peut aussi utiliser pour trouver des opportunités. Okay, donc, si on n'est pas sûr que c'est vraiment la direction dans laquelle on veut aller, on peut utiliser ce type d'outils pour structurer ça de manière un peu plus claire pour nous et comprendre que les différents acteurs peuvent se trouver à différents moments de ce cycle. Donc, et c'est un cycle qui boucle. Hein, donc, mais bon. La sémiotique pragmatique, il y a 40 heures rien que pour ça. Donc,
On va arrêter là. Donc, disons qu'on a vraiment bien passé un moment pour essayer de réfléchir à tous ces utilisateurs, tous les différents besoins, dans quel genre de milieu est-ce que je m'insère ma proposition. Ici, maintenant, on est prêt, surtout si on travaille en équipe, de créer la phase 2 qui est faire comprendre la problématique à toute l'équipe qui doit travailler ensemble. Donc là, c'est aussi, ça peut être communication vers les personnes qui vous donnent du financement. Et là, il y a différents outils qu'on utilise, les personas, des scénarios, des visual lifestyle references qui sont aussi connus sous l'horrible terminologie mood board, un peu plus connu sur ce nom-là. Il y a moyen de faire des performances, des hackathons, des game jams pour faire des recherches, pour transmettre l'information à travers tout un réseau d'acteurs. En général, c'est l'équipe qui va développer le produit, le financer, le marketer. OK, donc ça, c'est un exemple d'un persona. Et donc, ce type d'objet est fait après avoir fait la recherche et après avoir parlé aux utilisateurs. Et ça essaye d'expliquer très clairement quels sont les problèmes. Parce que, enfin, une des choses qui est assez évidente une fois qu'on se met dans le développement, c'est qu'on va souvent focaliser sur les contraintes techniques, les besoins, les facilités, les problèmes. Et c'est très facile de perdre la vue de l'utilisateur à la fin. Et donc, c'est vraiment des outils où on les imprime, on les met sur les murs, et ça nous rappelle qu'à la fin, on est en train de faire des trucs pour des personnes. Donc, ce n'est pas juste une optimisation sans fin de logiciels. On peut aussi comparer les différents types d'utilisateurs, donc le faire dans ce type de chart assez condensé. Je vous laisserai lire tout ça dans votre temps. Donc, un autre exemple où on peut commencer à faire des comparaisons entre différents utilisateurs. Et en général, quand on fait des personas, on en fait plusieurs pour des différents types d'utilisateurs. Souvent en focalisant un peu sur les extrêmes, les plus compétents, les moins compétents, voilà. Donc, voilà des panoplies, d'autres exemples. Un peu plus loin, surtout si on fait des produits grand public qui va devoir s'insérer dans des environnements, on va une étape plus loin que le persona avec ce qu'on appelle le Visual Lifestyle References. Et oui, c'est un collage, mais c'est un collage qui aide au moins déjà à donner des idées de qui est cette personne pour qui on est en train de créer quelque chose. Donc, quel est l'univers de cette personne, les couleurs, les matières, les sports, la littérature. Donc, on essaye vraiment de créer un guide visuel qui nous aide à garder en amont l'idée de ce que cette personne est. Ce n'est pas juste un utilisateur lambda de 35 ans, c'est quelqu'un qui a des passions, des ambitions, des passe-temps, et que notre proposition va devoir s'insérer dans un univers. Voilà, donc j'ai quelques exemples de Visual Lifestyle References. Donc là, normalement, en regardant ça, vous devez comprendre qu'on est en train de parler de personnes relativement différentes. Finalement, les autres méthodes, ceci, c'est quand on travaille vraiment avec des grands groupes et en général avec des procédures longues et compliquées. On peut utiliser des méthodes, par exemple, c'est storytelling, le game jams, hackathons. Oh. Oui? C'est Hein? Il y avait une question? impressionnant. Non. OK. Donc, ces méthodes-là, c'est utilisé vraiment quand on va commencer à faire des projets très techniques et très complexes parce qu'on est sur des très longs parcours. Je vous donne un exemple actuellement avec un doctorant. On va travailler sur le développement d'outils pour gérer des patients en attente de greffe de rein. Et donc, on crée un outil pour aider les docteurs à choisir quel patient va pouvoir passer en premier parce qu'il y a des meilleures chances. Donc, on va développer des outils pour interpréter des données. Puis derrière, on va devoir s'assurer du suivi de ce patient après les greffes, donc avec tous les problèmes de rejet et compagnie. Donc, ça peut devenir des très, très, très gros
projet et que le scénario n'est plus assez riche et compliqué pour jouer ce rôle de compréhension de la problématique de l'utilisateur. Donc, c'est là où d'autres types de structures doivent venir complémenter ça. Et je donnerai des exemples aussi derrière de journey maps, par exemple, utilisés quand il y a des très longs parcours à gérer et comment est-ce qu'on structure cette information pour pouvoir la maîtriser un peu. Alors, hop, donc phase 3, ça c'est la phase de test itératif, prototypage. Donc, je vous donne un peu l'exemple de ce que fait normalement le designer dans cette boucle, parce que c'est pas juste… donc, souvent, les gens pensent que je suis en train de parler de juste comment enlever le spécialiste UX de la boucle. Il y a vraiment des capacités qui peuvent être une grosse valeur ajoutée. Hein, donc, mais j'explique un peu la manière dont ces designers fonctionnent. Alors, la première chose, on va commencer à structurer l'information pour qu'on ait un plan, un plan global de ce qu'on est en train de faire en amont. Et après, on va commencer à travailler, surtout si on est sur des écrans, sur des logiciels, à travers des étapes de wireframing. Donc, une fois qu'on comprend l'information qui doit s'enchaîner, comment, où, avec des boutons, des trucs comme ça, on arrive à la phase de art direction ou qui est la phase dite esthétique. Et puis après, on commence à vraiment prototyper. Mais ce qui est important à savoir, c'est que plus ou moins à chaque phase, on peut commencer à faire des tests et faire des comparaisons entre deux ou trois différentes solutions très, très vite avec 3-4 personnes. Et si on le fait bien et qu'on limite vraiment ce qu'on est en train de comparer, ça nous permet d'écarter des pistes très vite et pas se retrouver avec des projets qui ne fonctionnent pas très bien et qu'on a déjà enchaîné beaucoup de développement derrière. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces méthodes de manière extrêmement agile pour pouvoir écarter des mauvaises pistes pendant cette phase de développement. Hop. Alors, ceci, c'est un exemple des 4 différentes phases. Donc, tout en haut à gauche, un exemple d'un sitemap. Donc là, on structure les données, les séquences qui s'enchaînent. Donc, c'est vraiment pour avoir une vue totale du projet. De là, on va commencer à travailler, surtout si c'est des choses à travers des écrans, par des phases de wireframing, où chaque écran va définir absolument toute l'information qui doit apparaître dessus. On s'en fout de la gueule du truc. On n'est pas en train d'essayer de créer quelque chose d'esthétique, mais si on sait qu'on doit avoir des images, des textes, de l'information qui va venir d'une table, toute l'information qui doit être comprise par l'utilisateur doit se trouver là-dessus. Et là, c'est très important de faire des tests sans se prendre la tête sur les esthétiques, pour être sûr que les gens comprennent bien les enchaînements qui doivent se suivre. Donc, c'est vraiment une bonne phase pour commencer des tests utilisateurs de manière assez sérieuse. Après, une fois que tous les wireframes sont faits, on peut faire la direction artistique parce qu'on va essentiellement prendre l'information brute et le rendre plus facile, plus esthétique à travers cette phase. Et après, c'est développé pour le front-end. Donc, je recommande vivement de ne pas attendre le front-end pour commencer les tests utilisateurs parce que c'est beaucoup plus difficile de faire les changements que d'avoir résolu les problèmes bien plus tôt. Alors, bon, il y a des outils qui nous aident à le faire très proprement. Je ne cache pas, je travaille en général avec 2 personnes grand maximum. Moi, c'est plus rapide pour dessiner sur le papier. Donc, il y a plein de différentes manières de travailler. L'idée, c'est quand même de planifier la formation dans la manière la plus utile pour vous. Et donc, on en est où là? Ouf! C'est plus que 20 minutes déjà. Hein. Donc, quelques références, si vous voulez. Donc, il y a quelques YouTube vidéos qui expliquent un peu les différentes approches qui peuvent être utiles. Il y a des MOOCs.
qui sont listés en bas, quelques interviews avec des personnes, des spécialistes en UX qui sont très intéressants. Et j'avais parlé d'autres types d'outils qui peuvent être utilisés pour des projets extrêmement longs et compliqués. Et en particulier l'utilisation de ce qu'on appelle un journey map. Alors, si on est en train de faire des analyses sur un très long terme, où il y a des problématiques avant, pendant et après, par exemple, on utilise ce type d'outil qui nous permet de commencer à identifier les différentes éléments qui vont arriver de manière séquentielle. Je vais vous montrer quelques exemples de Journey Maps. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc ça, c'était une problématique. D'ailleurs, c'est que ça a été fait par un de mes étudiants autour de la problématique d'aller dans des conférences à cause du Covid-19. Toutes les conférences ont été annulées et maintenant, tout est en train de basculer en ligne de manière très, très rapide, un peu chaotique. Et donc, on a fait des analyses d'expériences, différents scénarios autour de ça. On peut faire des combinaisons de différentes approches au fur et à mesure. Bon, ça c'est des exemples de spécialistes qui commencent vraiment à travailler autour de la configuration de services. Donc, ça, c'est les service plots. C'est pour des valeurs qui sont censées être faites par différents types de services, mais c'est un peu compliqué pour ici. Des cycles de services, quand on avance de manière séquentielle, ça peut être présenté aussi de manière circulaire. The location planners, donc on peut faire des choses pour redéfinir l'information après avoir fait un journey map. Ça, d'autres exemples. Donc, un service blueprint qui parle de types d'informations, par exemple, qui peuvent arriver à différents endroits. Là, c'est toute une série de liens qui vous donnent d'autres méthodes et donc des templates que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les imprimer et les remplir vous-même. Donc, je vous laisserai regarder ça. Et le dernier truc que je voulais juste rapidement rajouter, qui est très important dans les théories de l'UX, c'est tout ce qui vient d'autres milieux et d'autres disciplines, et en particulier ce qu'on appelle le Universal Inclusive Design. Et dès qu'on commence à traiter la problématique de personnes qui ont des handicaps, il y a toute une problématique qui est déjà relativement bien travaillée, mais de manière générale, c'est quelque chose, si c'est bien fait, on crée des choses qui vont créer des meilleurs outils pour tout le monde. Donc, voilà, donc je vais faire quelques références. Donc, les exemples qui se retrouvent dans les produits où ça devient des très bons produits pour tout le monde, quand c'était des produits originalement faits pour des gens qui avaient l'arthrite aux mains. Et aussi les dangers de travailler pour des cultures qu'on ne connaît pas bien et de ne pas y rentrer avec des gros sabots. Parce qu'il y a pas mal de théories sociologiques qui risquent de devenir un peu violents. Donc, faites un peu attention quand même dans tout ce qui est le cross-cultural design. Et je crois que c'est mon dernier slide, donc liste de quelques livres, quelques références pour avoir plus de détails sur ces différents aspects. Et voilà, on a fini et ce n'était que 30 minutes. Ah, mais c'était parfait déjà. Merci Frédéric. Ouais. C'était vraiment super. Donc là, c'est le moment des questions. Je vois qu'on est, une 11. Si les gens ont des questions directement, je vous invite à attaquer. Est-ce qu'il n'y a pas un… Parce que comme dans l'UX design, il y a beaucoup de… Enfin, il y a les personas, il y a la journée type de l'utilisateur. Enfin, il y a plein de petits trucs, mais qui ont tous des noms compliqués. Donc, comme dans tout, que ce soit dans le milieu des startups ou dans le milieu du coding, etc. De toute façon, on a toujours des mots compliqués. Est-ce qu'il n'y a pas
un site qui référence tous les mots compliqués? Un Moi, je me dis site tout qui le temps, c'est référence tous les mots compliqués. Non, un des non, problèmes, au niveau du design, hein, enfin, le design franchement, plutôt. en termes d'UX, ceux qui sont les plus méthodiques pour définir tout ça, c'est justement la page où c'est les Service Design Network. Il y a 4 différents liens et c'est eux qui vraiment ont essayé de classifier les différentes approches, créer des outils partageables. Donc, disons que c'est la communauté la plus organisée pour essayer d'expliquer les approches UX spécifiques au service design, mais franchement, c'est des méthodes qui se traduisent bien pour le logiciel, pour… Comme le Service Design Tool, c'est ça le site? Ça Ouais, voilà. Ouais. Ok. Donc, je recommande ça. Sinon, non, c'est un monde qui évolue relativement vite aussi parce que, bon, il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose qui était publié. Maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de livres qui sortent. Donc, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment une approche pour améliorer les produits par la recherche, que un peu de recherche est mieux que pas de recherche. Voilà. Qu'il y a plein de différentes façons de faire plus ou moins la même chose. C'est plus une question de se connaître en tant que chercheur. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est très introverti et qu'il faut utiliser des méthodes qui vont être plus confortables pour nous, comme des interviews par des questionnaires sur WebMonkey, comparé à aller vraiment chez quelqu'un, les observer, faire quelque chose, quoi, tu vois. Donc, il y a déjà la personnalité de la personne qui doit faire cette recherche qui va être importante dans les choix des outils et des méthodes qui peuvent être employés. Moi, perso, je suis je suis relativement timide. Jamais je vais faire des pièces de théâtre et ce genre de performance. Mais par contre, j'aime bien écrire, donc je vais travailler sur des scénarios, je travaille sur des personnages relativement détaillés. Parce que c'est des méthodes qui sont plus appropriées pour moi en tant que la personnalité de chercheur essentiellement. Donc, il ne faut pas se dire qu'il y a une bonne façon. C'est pas des maths. Hein. C'est de la recherche et c'est de la recherche dans les utilisateurs. Donc, il faut aussi se dire qu'il faut travailler avec les contraintes qui sont présentées. Ce qui est très intéressant, c'est justement là, mes étudiants devaient aller faire des analyses normalement dans des lieux où ils observaient des gens et c'était une phase assez importante pour eux. Et tout d'un coup, le confinement est tombé. Non seulement ils ne peuvent plus le faire en présentiel, ils devaient aussi travailler en équipe. Et donc, ils ont dû faire toute leur recherche utilisateurs essentiellement confinés chez eux, qui veut dire qu'ils sont basculés vers des documentaires, vers des chaînes YouTube. Enfin, on n'a pas nécessairement… donc, on peut toujours travailler avec des contraintes pour avoir plus d'informations sans nécessairement toujours le faire exactement de la même façon. Donc, pour moi, c'est important de comprendre que ce n'est pas la culte de connaître le bon nom pour la bonne méthode, c'est qu'il y a tout un choix. Toute une panoplie de choses qu'on peut faire et c'est que on apprend et on découvre des nouvelles méthodes et voilà. Voilà. Mais bon, je dirais que si tu veux une compréhension de toutes les méthodes, j'irais plutôt vers le Service Design Tools. Ouais. Okay. Moi, j'ai une question aussi. Mm-hmm. Donc, là, on a quand même un ensemble de méthodologies. C'est bien lourd pour l'amélioration, donc c'est quand même très progressif finalement d'un produit. Ouais. Si parmi les gens du Side Project Club, quelqu'un a le besoin de lancer un MVP la semaine prochaine, est-ce que tu aurais 3 outils à lui conseiller pour faire le plus rapidement possible, pour vraiment tester et créer au lieu d'améliorer? Pour lancer quoi? Je dirais Un produit, on va dire B2C, lambda finalement. B2C lambda, je dirais que le plus important, c'est déjà, est-ce que tu as bien compris le problème? Voilà. Est-ce que tu es en train de répondre au bon problème? Donc,
je dirais la première chose, c'est déjà aller parler à les personnes à qui tu penses être en train de faire une proposition. Est-ce que tu fais la bonne proposition ou pas? Est-ce que… Enfin, on peut aussi utiliser ces méthodes pour essayer d'avoir des idées et faire beaucoup de tests d'idéation. Par exemple, quand moi j'étais à 42, avant que j'ai été recrutée pour ce poste, j'allais monter une boîte, hein, et je voulais travailler autour de la problématique de fin de vie. Parce qu'il y a très peu, enfin personne ne veut y aller sur ce terrain. Il y a énormément de choses à faire et j'ai passé 2 jours avec des amis qui ont tous eu des expériences d'accompagnement des personnes en fin de vie autour des problèmes qu'on a pu identifier. Et franchement, rien qu'en une après-midi, j'avais au moins 15 différentes startups possibles. Voilà. Donc, plus ou moins difficile, je ne cache pas, comme problématique, mais il y a moyen d'utiliser ces méthodes pour commencer à trouver les problèmes, parler de ces utilisateurs. Et ça, c'était littéralement une discussion de 4 personnes qui ont dû gérer des personnes qui devenaient âgées, qui perdaient leur tête, qui se sont fait arnaquer par Internet. Enfin, franchement, c'est juste à écouter les gens parler des problèmes qu'ils ont eus dans l'accompagnement. Voilà, il y a moyen d'extraire beaucoup d'informations, mais c'est vraiment une question de parler, écouter, recueillir, identifier les choses qui paraissent des problèmes pour lesquels il n'y a pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de propositions. Voilà. Donc, mais par contre, si j'ai déjà mon produit, j'ai décidé que je veux faire ce truc-là, si je vais produire un jeu, on sait que les gens jouent, donc est-ce que je suis en train d'utiliser des méthodes qui ont déjà été prouvées? Je rentre sur un genre de jeu, par exemple, où il y a déjà pas mal de choses. Là, si je dois faire 3 trucs, je dirais focaliser plus sur les tests, sur l'esthétique de mon jeu. Est-ce que le gameplay est amusant? Donc, je ferai probablement pas mal de sessions où je regarderai les gens jouer. Si possible, donc je les filmerai pour pouvoir rejouer les détails. Je regarderai comment est-ce que les conflits dans le jeu, est-ce qu'il y a un moment où ils décrochent, des choses comme ça. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux tester. Voilà. Ok, super. Quand tu parlais des phases 1, 2, 3, moi, en fait, depuis un an que j'ai commencé à m'intéresser au product en bossant en startup et à voir en fait la création de ces équipes finalement, parce qu'au début, les boîtes en création ont rarement quelqu'un dédié dessus. Et quand une startup lève plusieurs millions, c'est des équipes entières dédiées rien qu'à ça. Oui, voilà. Tout ou rien. et donc en fait, tes phases 1, 2, 3, moi, m'ont fait écho avec un livre que j'ai lu qui s'appelait Hooked. Tu vois ce que c'est? Comment ancrer des habitudes? Je ne l'ai pas encore lu, mais oui. Oui. D'accord. Je pense que je te conseille parce que en fait, finalement, il doit redire beaucoup de choses que tu as déjà vues. Et en fait, il parle des 4 phases, lui. Donc, c'est vraiment fait écho à tes 3 phases. Mais lui, c'était que centré sur l'habitude où tu avais l'élément déclencheur, l'action, la récompense variable et l'investissement qu'on demande à l'utilisateur. Et ce qui fait que tu arrives à créer une espèce de drogue pour l'utilisateur qui est soit positive, soit négative. Et il fait aussi beaucoup d'explications sur comment créer quelque chose d'addictif, mais qui peut être positif. Oui, c'est clair qu'il y a pas mal de travail qui peut être fait dans ce sens-là. Moi, je ne cache pas que c'est pas mon terrain parce que je vais plus sur des terrains où le but n'est pas de créer ce type de comportement. Voilà. Donc, tu vois, si je suis en train de travailler sur les patients qui attendent une greffe de rein, je ne suis pas dans cette dynamique, quoi. Donc, oui, je comprends. Donc, si on va dans ce terrain-là, oui, et là, on est en train d'aller vers des… Enfin, il y a quand même des rôles qui sont très liés à la manipulation dans ce type de comportement. Donc, oui.
Oui, Oui, je suis 100% d'accord. Il le dit aussi, mais c'est très ouais. logiciel, utilisateur aussi Ouais, 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 ouais. différent. Il y a Celia Hodent qui a fait un très bon livre justement sur les mécanismes de jeu pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je le recommande aussi vivement. En D'accord. particulier si vous aimez développer des projets ludiques. Voilà. T'écris ça Ok. comment, la dernière référence? Ça s'appelle The Gamer's Brain, c'est par Celia Hodent qui travaillait sur Fortnite. Je ne sais plus où elle est maintenant, mais je crois qu'elle est encore chez Ubisoft. Comment ça s'appelle ce bouquin? Ouais. The Gamer's Brain, le cerveau du gamer essentiellement. Ah, il en parle, Marketing Mania, dans une de ses vidéos. Ouais. Gamer's Brain. Ouais, Hodent. j'ai envoyé dans le chat le lien Amazon pour ceux qui veulent. Ok, voilà. Select. Ouais. Ok. Donc, mais pour dire qu'il y a d'autres mondes que, que Ah le oui, oui. jeu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question dans la salle? Euh, Et aujourd'hui, toi, tes étudiants, ils ont quel profil? Qu'est-ce que ce serait leur métier à la sortie? Ils sont designers en UX, donc ils sont vraiment spécialisés dans les méthodes de recherche. Donc, leur profil, c'est plutôt, on a des gens chez Google, Facebook, en général plutôt des grands groupes, parce que c'est quand même une approche technique et stratégique aussi. Donc, oui, donc on les retrouve dans tous les grands groupes français, internationaux. Franchement, c'est assez hallucinant. Parce que bon, l'école a environ 30 ans et Dassault, PSA, ils sont partout, quoi. Voilà. Ouais, Decathlon. Et mais cette année, il y a deux étudiants qui ont été embauchés chez Decathlon, par exemple. Voilà. oui. Et ça, c'est en plus des étudiants qui étaient spécialisés dans ce qu'on appelle les interfaces tangibles. Donc plutôt les objets connectés, des trucs dans ce genre. Ouais. Enfin, ce qui est intéressant dans les profils de mes étudiants, c'est que c'est des gens qui sont aussi très techniques, donc ils apprennent. Donc, ils font pas mal du UX autour des contenus immersifs en réalité virtuelle. Et donc, ils savent faire la programmation de leur côté aussi. Hein. Donc, et là, on est en train de développer un cursus autour du ML UX pour avoir des gens capables de suivre le développement des algorithmes en Python avec tous les packages, comprendre les enjeux des données et faire ce lien parce que si on rentre tellement dans le jeu de mathématiques que parfois il y a des trucs absolument atroces qui sont en train de ressortir. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est un problème d'être trop focalisé sur le détail et pas assez sur la big picture. Et c'est très difficile de faire les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que pour moi, les ingénieurs qui arrivent à faire les deux, j'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Et en général, c'est des gens qui sont plutôt loin dans leur carrière, qui ont tellement une connaissance qu'ils arrivent à bien se déconnecter et comprendre les enjeux larges, quoi. Donc, mais c'est clair qu'une boîte où il y a 3 personnes, c'est dur de se dire, tiens, je vais prendre un profil de designer en interne. Mais en même temps, je pense qu'il y a moyen de considérer les designers comme des personnes qu'on peut amener en freelance, en indépendant. Nous, quand on montait des groupes pour travailler autour des apps sur iOS, on négociait avec un groupe de différents types de profils. Donc, il y avait même carrément des gens qui faisaient du son. Ils recevaient on se partageait les royalties, par exemple, sur les apps.
basé sur le temps de développement qui avait été nécessaire. Donc, les programmeurs recevaient 30%, les sound designers recevaient ça, l'UX designer reçu 15%, par exemple. Et donc, on arrive à partager les bénéfices et tout le monde a bossé gratuitement jusqu'à que le projet soit lancé. Et après, on a récolté les royalties pendant 2-3 ans, quoi. Donc, il y a moyen de s'organiser pour ne pas nécessairement rester juste les 3 profils identiques. Parce que c'est pas très évident de faire la recherche qu'il faut quand on est bootstrapped. Et voilà. Donc, J'ai une question. ouais. Est-ce que tu aurais des forums ou des groupes Facebook ou en gros des communautés qui sont accessibles avec des gens qui font pas mal de recherche design dans ce sens-là, qu'on peut Euh, contacter pour essayer de voir un peu déjà des oui, travaux il y prévus. en a. Il y en a. Enfin, il y a des chaînes Discord, mais par exemple, j'essaye de réfléchir. Enfin, le problème, c'est que en général, les gens sont relativement. Enfin, à part les étudiants, une fois que tu finis, tu es en général tellement pris par le travail que tu arrêtes ce type d'activité un peu. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de. Enfin, pour être parfaitement honnête, moi, la plupart de mon réseau est sur Twitter. Voilà. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens, ouais, beaucoup de gens qui sont là-dessus pour partager leur développement, montrer des trucs. Il y a une vraie communauté qui se développe une fois que tu te rends compte que cette personne-là connaît X. Et donc, moi, perso, je vais plus dans le domaine où il y a des artistes très techniques. Donc, plutôt des gens qui font des expérimentations, l'utilisation de nouveaux techniques, nouveaux types d'équipements. Donc, je regarde un peu C'est la quoi manière dont… ton Twitter? C'est Fredé, F-R-E-D-E, underscore SIB, S-I-B, pour Simple is Beautiful. Arrobase Fredé, ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, il y a des chaînes Discord, je ne sais pas si elles sont ouvertes. Qu'est-ce que je… Je regarde Enfin, Twitter, c'est déjà pas mal aussi. ouais, mais une des choses que j'aimerais faire, c'est d'essayer de voir s'il y a moyen de faire des hackathons ou un truc. Je sais que Strat travaille avec HEC sur un programme avec 42, mais bon, voir s'il n'y aurait pas quelque chose. Parce que je sais que nos étudiants, il y a un programme à Montréal où mes étudiants vont en lien avec un incubateur travailler 2 semaines dans différentes équipes et ils circulent à travers toutes les différentes boîtes. Donc, essentiellement, c'est comme avoir un UX designer pendant 2-3 semaines, gratos, en stage, quoi, voilà. Donc, je sais que c'est très apprécié par les boîtes. Donc, mais j'aimerais essayer de monter un programme comme ça en France, mais je ne sais, j'ai pas encore compris trop le mécanisme pédagogique dans ce type de structure. Donc, mais bon, ça viendra peut-être. OK. Bon, alors là, il est 19h. Ouais, je pense que c'est parfait. Merci beaucoup encore, Frédéric.